signes le premier livre qui va être publié dans cette fausse nouvelle collection, au titre provocateur. Faut-il brûler Tintin? Alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'un tintinophobe? Ah, un tintinophobe, bah, ça serait quelqu'un, il y en a beaucoup, ça serait quelqu'un qui n'aime pas, qui déteste, ou pour qui Tintin est indifférent. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça c'est une erreur qu'on fait souvent, il est faux de penser qu'Hergé est consensuel. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disaient, oh là là, Hergé, ça m'ennuie, ce personnage lisse, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'aventure amoureuse. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas séduits par Tintin. Je crois que c'est Boris Cyrulnik qui me disait, quand il a fait un livre sur il, non, il est intervenu dans le dictionnaire amoureux des héros et il disait, bon, oui, moi, Tintin, je l'ai découvert tard, trop tard, ça me parle pas. Bon. Il n'était pas tintinophobe, mais enfin, ça ne l'intéressait pas. Et puis, je compare à d'autres, par exemple, on parlait de Brassens tout à l'heure. Brassens qui était censuré à la radio, qui était très contesté, accusé de mal parler, etc., de se moquer des curés et des flics. Bah, il est devenu totalement consensuel maintenant. Tu as des poèmes de Brassens au baccalauréat, tu as des places, des lycées, des collèges Brassens. Je crois qu'Hergé reste, pour une partie de la population, beaucoup plus contesté par rapport à des histoires comme le colonialisme, la misogynie, le racisme parfois. Et donc, il y a 2 ans, tu as sûrement vu ça, dans un collège d'Ontario, au Canada, Oui. on a fait un autodafé, hein, où on a brûlé des albums de Tintin, enfin en particulier Tintin en Amérique, au nom de la défense des cultures d'origine, c'est-à-dire les Indiens. Et donc, il y a des gens qui ont dit, mais c'est une honte, c'est pas possible de faire lire ça à nos enfants. Donc, Hergé ne fait pas l'unanimité partout. En Afrique du Sud, Tintin au Congo n'est pas traduit en langue afrikaner, par exemple, hein. C'est vraiment. Donc, oui, il y a des tintinophobes. Je peux citer très rapidement dans le dictionnaire ouais, je crois que c'est dans le dictionnaire amoureux des héros, le romancier Patrick Cauvin qui écrit Je n'aime pas Tatin est un euphémisme. Ah La oui. version édulcorée et négative d'une affirmation plus tranchée qui pourrait se traduire par Tintin m'exaspère. Pour les besoins de la cause, j'ai tenté depuis hier d'en relire quelques albums. Rien à faire, la mayonnaise ne prend pas, le livre me tombe des mains. Il y en a des tas comme ça, hein. Tintin trop lisse, euh, chez le lectorat féminin aussi, hein, il y a beaucoup de critiques à cause des caricatures des personnages comme la Castafiore, etc. Donc Tintin, Hergé n'est pas. Et puis alors, il y a beaucoup de gens qui le trouvent daté, hein, qui le trouvent donc, faut-il brûler Tintin? C'est-à-dire, alors, faut-il brûler Tintin au sens propre, c'est l'histoire du Canada, mais ça va plus loin. C'est faut-il brûler Tintin au sens figuré, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut encore faire lire Tintin à nos enfants? Et les enfants, est-ce qu'ils vont, on en parlera, est-ce qu'ils vont encore continuer à apprécier Tintin? Mais peut-être que mon titre peut-être qu'on peut imaginer que je n'apporte pas une réponse affirmative au titre du livre aussi. Mais va falloir le lire. Alors, Mais c'est pas sûr. est-ce que Tintin est moralisateur? Ah, oui, ça c'est une question intéressante puisqu'il sort d'un milieu très chrétien. Je dirais non. Je dirais non. Il fait pas la morale, Tintin. Euh, Parfois un peu à Haddock, quand Haddock est vraiment, quand il sort de la fusée et qu'il dit je veux rentrer à Moulinsart, là Tintin, oui, il dit non, c'est pas possible. Vous mettez en danger toute les gens de la fusée. Avec Milou, il est moralisateur. Quand Milou a bu du whisky, il est moralisateur. Mais sinon, on ne peut pas dire, il n'y a pas de prêchi-prêcha dans Tintin. Je trouve pas. Il n'y a pas. euh, je crois que Hergé s'est éloigné des prescriptions morales qui ont dû lui être inculquées quand il était dans les milieux de boy scout catholiques. Il s'est détaché un petit peu de son environnement catholique. Tintin, c'est vrai que son but, c'est le triomphe du bien,
Bon, là, il y a une dimension morale, mais il ne fait pas de leçon de morale, hein. Mhm. Et puis, il lui arrive à Tintin quand même de boire de l'alcool. Dans Oui. Tintin au pays des soviets, il n'arrive même pas à trouver le trou de la serrure de sa chambre. Dans l'oreille cassée, il est complètement saoul, là, hein, quand il a bu de la guardiente et on doit le fusiller, hein. C'est pas, non, non, il est pas parfait, hein, il est pas parfait. Et il arrive même d'utiliser la ruse et le mensonge pour la bonne cause. Par exemple, pour inciter Haddock à continuer alors il veut s'arrêter, il lui sort un flacon de cognac, il le fait boire parce qu'il sait que ça va lui redonner du cœur au ventre, hein. Alors, pour continuer dans le cœur de ce livre, est-ce que Hergé était un dramaturge? Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est son côté très, euh, c'est très important. Il met en scène des personnages qui reviennent d'un album à l'autre, comme chez Balzac, hein, et qui ont une vie entre les albums. Ces scénarios, il disait parfois que le plus important, c'était de savoir d'où on partait, savoir d'où on arrivait. Il y avait vraiment l'idée d'un scénario très très fort avec avec son intrigue, avec avec ses histoires. Oui, il y a beaucoup de points communs avec quelqu'un comme Molière, oui, c'est indiscutable. Ouais, ouais, ouais. Et alors, est-ce que justement, est-ce qu'avec l'Alpharte, est-ce que Hergé s'apprêtait-il à brûler lui-même Tintin? Parce qu'il nous le laisse quand même en plan dans une situation bien dramatique. Oui, il est conduit à la mort pour être enseveli dans une expansion du sculpteur César. Tu finiras dans un musée, lui dit Rastapopoulos. Et c'est d'ailleurs un des thèmes du livre dont on parlait de Nicole Benkemoun hein, tout à l'heure, la dernière aventure de Tintin et d'Hergé. Et on ne connaît pas l'issue. Alors évidemment, tous ceux qui ont voulu prolonger l'Alpharte, il y en a plusieurs, Tintin s'en sort, Mhm. hein. Mais rien ne dit que Tintin va s'en sortir. Alors, j'ai fait 5 hypothèses très rapidement sur la suite de l'alpha. Première hypothèse très simple, euh, Tintin aurait été sauvé si Hergé avait vécu plus longtemps et Hergé a donné un petit billet à Milou. Encore une fois, c'est Milou le sauveur, pour qu'il aille faire le nécessaire pour le sauver. Donc c'est la première hypothèse qui est reprise la plus largement, la plus logique. Tintin aurait été sauvé. Deuxième hypothèse, Tintin meurt parce que Hergé meurt. C'est logique. Hergé ne peut pas continuer, donc c'est inachevé. Et bah, il se trouve que ça s'arrête là ou qu'on s'est arrangé pour que ça s'arrête là. Mais en tous les cas, c'est à cause de la mort d'Hergé que ça s'est interrompu. Euh, c'est la dernière aventure de Tintin et d'Hergé. Ouais. Troisième hypothèse, Tintin meurt parce que, alors là, ça devient plus intéressant. Hergé veut laisser un message à la postérité. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va mourir, Hergé, et il dit, ben, il veut laisser les dernières images, il veut montrer qu'il ne peut pas y avoir de Tintin après lui. Oui. Donc il fait mourir. Hein, c'est une hypothèse intéressante. Il fait mourir, c'est le message qu'il laisse. Donc pas de Tintin après moi. Il ne peut pas lui survivre. Quatrième hypothèse, euh, Tintin meurt parce qu'il sait qu'Hergé va mourir. Alors il se laisse mourir, le pauvre Tintin. Ah, ça c'est Hein. très intéressant ça. Ouais. Et oui, il sait que Hergé est atteint de leucémie, donc il dit non, moi je ne peux pas vivre après, c'est pas possible, je ne peux pas vivre tout seul sans mon démiurge, sans mon créateur, donc je me laisse aller à la mort. Et puis alors il y a une cinquième hypothèse, moi qui m'amuse beaucoup, beaucoup, c'était une hypothèse qui avait été formulée par Michel Serres. Euh, Hergé, il voit que Tintin va mourir dans l'histoire. C'est-à-dire que sa créature lui échappe, hein, c'est toujours ce fameux thème. Et donc il ne veut pas lui survivre. Ça va loin. Ah ouais. Il veut pas survivre. Il voit que Tintin, il est fichu. Il part à la mort, donc il se laisse aller. Il meurt. Ah, mais là, Voilà, tout ce qu'on. les deux dernières sont, amènent à beaucoup de réflexions. Oui. Est-ce que tu penses qu'Hergé a pris la bonne décision en décidant que Tintin ne lui survivrait pas? Parce là, on a deux écoles. Il y a l'école Jacobs, je dirais, où plus d'albums de Black Mortimer sont vendus depuis la mort de Jacobs que de son vivant.
et le choix de Hergé qui a dit stop. Est-ce que tu penses que c'est la bonne? C'est un débat récurrent, hein, on en parle tout le temps, partout. Personnellement, je suis peut-être un peu conservateur là-dessus. Oui, moi, je ne suis pas pour continuer Tintin. De toute façon, je suis d'accord, ça ne serait pas Tintin vraiment, ça serait autre chose, moins bien, mieux, mais non, je ne suis pas pour qu'il y ait une suite. Il y a les 24 albums, c'est très bien. Alors, ce que tu as cité, c'est-à-dire les suites aux albums célèbres. Il y a du très mauvais, il y a un peu de bon. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Émile Bravo par rapport à Spirou. Ça, je trouve que c'est vraiment de qualité. Je crois que si on faisait, par contre, dans les Black et Mortimer, il y en a des pas trop mal, et puis il y en a vraiment qui sont pas extra. Euh, des Gaston, on avait essayé de faire exactement Gaston, mais avec la même tête et tout, ça, je trouve ça n'a pas d'intérêt, parce que on va pas faire un nouveau Gaston avec les mêmes personnages, mais une nouvelle histoire. Alors, on avait beaucoup réfléchi à un moment pour l'idée qu'un grand dessinateur reconnu fasse un Tintin nouveau, mais à sa manière. Par exemple, Tardy à la manière de Tardy, Riyad Satouf à la manière de Riyad Satouf. Hein. Mais ça serait ni du Riyad Satouf ni du Tintin, hein, éventuellement. Mais non, je suis pas fan, je suis pas fan de ça. C'est pour moi, bon bah il y a une boucle qui s'est faite avec le Tintin d'Hergé. Alors c'est d'ailleurs, à propos des reproches qui sont souvent attribués aux ayants droit de Tintin, on pourrait cette fois-ci dire que peut-être ils sont pas si intéressés que ça, puisque finalement, un nouveau Tintin, tu vois, quand un Astérix sort, c'est tout de suite le numéro un des ventes, tout livre confondu. Donc, s'il y avait un nouveau Tintin, ça serait la même chose. Donc, si l'ayant droit était si intéressé financièrement, bah, il Oui, choisirait peut-être plutôt. Alors, c'est Casterman hein, qui touche les droits, mais enfin, les retombées seraient énormes, hein, tout à fait. c'est certain. Tout à fait. Euh, alors, quels sont les prochains livres prévus dans la collection Mille Sabords? Alors, on a parlé tout à l'heure de Hergé ou la malédiction des jouets, qui va être le nouveau livre de Pierre Fresnaud-Desruelles, qui fait suite Oui, au retour de l'Indien. oui. Tu nous as parlé d'un deuxième titre aussi. Pierre Bénard, le dictionnaire tournesol de A à Z. Voilà, il y a d'autres ouvrages en préparation ou pour l'instant on en est là? Alors, alors là, on est un petit peu plus loin dans le temps, mais dans l'année 2023, un ouvrage, moi, dans lequel je crois beaucoup, qui est un ouvrage de Jacques Langlois, qui a publié Le Petit éloge de Tintin, que tu as peut-être, voilà, chez Bourrin, qui est alors lui, qui a rencontré Hergé, qui a correspondu avec Hergé. Il lui avait envoyé des dessins de lui quand il était tout jeune enfant ou ado. Il l'a rencontré. Alors, je ne veux pas non plus spoiler l'histoire, mais c'est une biographie à sa manière, très originale, D'accord. qui devrait sortir avant Noël. Et puis, à cette distance-là, c'est difficile. Il y a une belle surprise pour la suite, mais que bon, je peux pas trop D'accord. dévoiler. Est-ce qu'il y a des bandes dessinées dans ces surprises ou pas pour C'est l'instant? possible, c'est D'accord. possible, mais on est un peu submergé hein, par les propositions. Puis je voudrais aussi peut-être encore une fois donner la parole à un jeune auteur, hein, un quadragénaire Hmm. pour l'année 2024. On n'est plus chez Sepia maintenant à partir du prochain livre, et on n'est plus les éditions Sepia. Hein. D'accord. Les éditions Sepia restera à part pour des choses de l'Afrique d'outre-mer. Et donc, on devient une marque éditoriale à part entière qui s'appelle Mille Sabords. Hein. D'accord. OK. Donc, ça devient, la collection devient une marque éditoriale, en fait, Mille Sabords. Donc, on n'est plus sous les éditions Sepia, en fait. Hein. C'est la marque Mille Sabords du groupe L'Harmattan, si tu veux. Alors, finissons par quelques questions plus générales. Hergé, même s'il n'est pas un créateur du média bande dessinée, hein, il lui a quand même donné un certain nombre de codes fondateurs, ne serait-ce que par rapport à la ligne claire. Est-ce que si Hergé avait eu plus de concurrence ou de gens qui avaient travaillé dans le même sens que lui à la même époque de la création de Tintin,
est-ce que son succès aurait été le même? Ah, je crois que oui. Je crois que oui, parce que, alors c'est le débat qu'on a aussi en littérature, en musique, en peinture, sur la notion, le concept de génie, hein. Il y a tout un tas de gens qui disent que, ah oui, ça c'est génial, c'est vraiment au-dessus. Et puis il y a des gens souvent qui disent, ah, mais la notion de génie n'existe pas, ça fait appel à une espèce de spiritualité. Non, le génie, ça n'est que un talent, des talents empilés qui donne quelque chose d'extraordinaire. Mais le génie n'est pas transcendant, quoi, Ouais. si tu veux. Mais en ce qui concerne Tintin, on n'est pas loin quand même de quelque chose d'assez génial avec cette force, cet effet de réel, hein, comme disait Roland Barthes. On y croit, Tintin. On croit tellement aux personnages qu'on leur invente des vies entre les albums. On leur invente... C'est inouï ce qu'on arrive à. Quand tu regardes sur les réseaux sociaux, euh, ce que les gens arrivent à inventer à partir des personnages. C'est extraordinaire, quoi. Et je crois que rien que pour cette raison, oui, je crois qu'il aurait été, il aurait eu du succès, même en cas de grande concurrence. D'ailleurs, euh, à la fin des années 50, il y a eu Astérix. Bon, c'est vrai que ça lui a fait un petit peu de concurrence, ça lui a fait de l'ombre. Hergé, des fois, ça l'agaçait. Enfin, il a continué quand même à vivre et à avoir du succès, de succès malgré tout. Le- C'est Benoît Peters me disait récemment, c'est une phrase que j'ai trouvée extraordinaire. Il me disait si dans la bande dessinée il n'y avait eu que Hergé, que Tintin, euh, ça aurait presque suffi à donner, parce que Hergé a fait rentrer la bande dessinée au Collège de France, ça aurait presque Benoît Peters a fait rentrer la bande dessinée au Collège de France, ça aurait presque suffi à donner à la bande dessinée au 9e art ses lettres de noblesse. C'est assez extraordinaire de dire ça. Quel est ton album préféré de Tintin et pourquoi? Ah, alors mon album préféré, bah, indiscutablement, c'est Les Bijoux de la Castafiore. Je dirais que c'est un peu un jugement d'adulte. Je suis pas sûr que pour un enfant, ça soit le cas. Mais ce qui m'a émerveillé, enfin, on revient à l'étude de la structure, là, le mystère Tintin, c'est que dans les bijoux de la Castafiore, on n'a que des fausses pistes. Il se passe rien. Il n'y a pas de bandits. Il n'y a pas de voyage. Hein, il n'y a pas de combat. Il y a pas de, il y a- Et aux premières lectures, on lit les bijoux de la Castafiore comme si il s'agissait d'un Tintin comme les autres. Hein. Quelqu'un disait qu'il n'aimait pas trop les parodies. Il disait bah, la seule vraie parodie de Tintin qui existe, c'est les bijoux de la Castafiore. Et c'est Hergé qui l'a faite. Et effectivement, c'est. Et alors, quand tu prends les éléments structurels des albums, les autres albums, tu les as tous, du début à la fin, dans les bijoux de la Castafiore, sauf le voyage et le départ en voyage, évidemment, puisqu'il n'y en a pas. Mais tous les autres, la situation initiale, le fait anodin, le déclenchement de l'aventure, le, euh, le dénouement, etc. Et même, ça c'est extraordinaire, l'épilogue, en trois parties, dont je parlais tout à l'heure, tu les as dans Les Bijoux de la Castafiore. Tu as le gag qui décongestionne après l'aventure, qui est Haddock qui se casse à nouveau la figure dans les escaliers. Tu as la joie de Tintin quand il découvre l'émeraude en haut du. C'est pas une joie à la hauteur d'avoir foulé le sol de la Lune. Hein, c'est vrai que c'est disproportionné. Mais il y a une même joie. Il y a les félicitations à Tintin par, par les gens, par la Castafiore, ah, vous avez retrouvé l'émeraude, etc. Et il y a même, ça c'est fabuleux, il y a même le retour, hein, donc, qui est une composante de l'épilogue. Quand tu regardes, je sais plus si je crois que c'est à la page 61, l'avant-dernière page des bijoux de la Castafiore, Haddock arrive sur l'escalier qui monte le perron de Moulinsart et il dit exactement quasiment la même chose. Il dit ça y est, la Castafiore est partie hein, en Italie, plus de casse-pied à l'horizon, etc. Exactement comme au retour de Coq-en-Stock quelques années auparavant, où il revient d'une aventure terrible au Quémed. Mais donc cette notion de retour, il revient quelque part de son aventure. Ça, je trouve ça extraordinaire dans les bijoux de la Castafiore. Et pour moi, je le disais tout à l'heure, bah, la boucle est bouclée là.
Ouais. les bijoux de la Castafiore disent tout. J'allais dire, c'est le genre de livre où il ne se passe rien, mais il se dit tout. Oui, oui, oui. Oui, tout Tintin est résumé dans les bijoux de la Castafiore. Ouais. D'ailleurs, il y a eu un livre, hein, Lire Tintin et les bijoux de la Castafiore, qui essaie de montrer ça, hein. Et donc, Peter, ça a fait ça. tu voulais dire sur l'affaire Tournesol? Oui, je dirais que l'affaire Tournesol, c'est peut-être le plus beau des classiques, où il atteint la perfection en termes de dessin, en termes de scénario. C'est vraiment très, 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 très abouti. Il y a pas de défaut. Il y a aussi beaucoup de personnages. C'est très, très riche. Et puis, alors, moi, j'aime beaucoup les albums de la guerre, les deux diptyques, là, le secret de la licorne et Trésor de Rackham le Rouge, c'est quand même, ça fait appel à l'imaginaire. C'est vraiment très beau, avec cette scène extraordinaire dont on parlait tout à l'heure. Et puis, les sept boules de cristal, Ah le oui, temple du soleil aussi, c'est vraiment très, très c'est chouette. mon préféré, les 7 boules de Ah cristal. ouais. Avec là, du coup, l'évasion, hein, les Incas, le Pérou. Non, non, ouais. Alors, est-ce qu'on peut être Tintinophile sans être RG-phile? Oui, alors ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure à propos de la différence entre le spécialiste de Tintin et le biographe. On a évoqué Céline, bon, avec les pamphlets. On peut, je pense que euh, de toute façon, pour moi, tout part de l'œuvre, hein, tout part de l'œuvre. On peut s'intéresser à l'auteur et il est même logique de chercher à en savoir plus sur l'auteur et sur les rapports entre l'œuvre et l'auteur. Mais si on n'a pas été séduit par l'œuvre, il est rarissime qu'on ait d'abord connu l'auteur. Alors, ça peut être pour des raisons familiales ou personnelles. Bon, on a été amis, mettons, avec Hergé, sans avoir jamais connu son œuvre, c'est quand même rare, hein. En général, tout part de l'œuvre, je crois, hein. Le schéma est celui-là. Euh, moi, j'ai jamais rencontré Hergé, donc effectivement, je suis moins fasciné par les petites anecdotes, les rapports entre. Je suis peut-être un peu dur là parce qu'il y a des biographes d'Hergé qui sont vraiment excellents, euh, mais qui ont fait des travaux extraordinaires, hein. Philippe Gaudin, Ah, c'est une mais somme. c'est une somme. Bon, les trois grands, hein, Peters, Assouline. Mais Assouline, justement, il est parfois, lui, très critique à l'égard Oui. d'Hergé, hein, et beaucoup de gens lui en veulent à cause de ça, hein. Il a quand même été, c'est celui qui est le plus sévère avec Hergé sur son attitude pendant l'occupation, la collaboration au soir volé. Mais on peut pas dire qu'Assouline n'aime pas Tintin, hein. Donc il aime Tintin, mais certaines personnes pensent que il est très sévère avec l'auteur, hein. Donc, on peut, pour répondre à ta question, peut-être que là, dans l'exemple que je cite, on peut être tintinophile sans être complètement ergéophile. Mmh. Alors, on a déjà parlé tout à l'heure du fait que dans les livres de la collection Sépia et dans tous les autres livres publiés sur Hergé et Tintin, il n'y a pas d'image signée Hergé. Et pourtant, quand on les a terminés, on est persuadé qu'on en a vu. Comment cela se Oui. fait-il? Alors, oui, les livres, ben, je crois que la force de réel des albums est telle qu'ils sont toujours en arrière-plan, les albums. Et j'ai un souhait, moi, c'est que quand on lit ces livres-là, même sans album, sans vignette de Tintin dedans, ben, ça incite les gens à acheter les albums, justement, Bien hein. évidemment. Et je crois que c'est le cas, hein. J'espère que c'est le cas. Et même, je pense qu'il est conseillé de lire ces livres avec les albums à côté de soi. Oui. Je crois que ça, c'est important. Alors, Bon, quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Que penses-tu de cet adage? alors c'est la marque de fabrique de ton émission, hein. Je crois que c'est ce que tu dis à la Oui, fin tous mes hein. articles sur Tintin et Hergé, je les termine par cette phrase. Oui. Ben, ça pose un problème clé. Ça pose un problème clé qui est est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur Tintin? Est-ce qu'on n'a pas tout dit? Est-ce qu'on n'a pas tout écrit sur Tintin? Sachant que, contrairement à Balzac, Jules Romain, Proust, le corpus est quand même vraiment réduit, hein. C'est Ouais. pas des centaines et des centaines de pages. Tintin, c'est 23 albums et demi, mettons 24. Ça doit faire à peu près euh,
2000, 2500 cases. Hein. C'est pas, et ça fait 24 fois, 24 fois de planches. 62 pages, un peu plus pour les soviets, hein, qui est publié avec 120 pages. Donc c'est quand même un petit corpus. Alors est-ce qu'on peut, à moins d'aller chercher, c'est vrai on arrive à délirer complètement. Hein. Il y a du tout et n'importe quoi quand même, hein, sur les livres qui paraissent de plus en plus sur Tintin. Bon, on va arriver au patin à roulettes dans Tintin et 400 pages là-dessus. Enfin, je veux dire, on ne peut pas non plus. Alors, ça prouve la richesse de l'œuvre, mais je pense qu'on va être à un moment donné limité quand même. Je pense qu'il faut pas trop quand même extrapoler, inventer des trucs qui tiennent plus la route. Il faut se méfier de ça. C'est quand même c'est quand même un danger, je crois. C'est quand même un danger. Ouais. Alors, puisqu'on parle justement du nombre de pages, quand toi tu te retournes sur le nombre de pages que tu as déjà écrites sur l'univers RGR, est-ce que tu te dis, voilà ce qu'il a réalisé, le Zouave? Ouais, je l'avais mis en exergue dans mon premier livre. Voilà ce qu'est la réalité de l'Ouest. C'est pour ça que Alors, je la reprends la pour, phrase. pour les auditeurs qui ont peut-être pas forcément tout ça en mémoire, il faut savoir qu'une des plus belles scènes, à nouveau avec celle du Secret de la licorne, c'est la scène du zouave de l'objectif Lune, qui dure quand même 10-12 pages, alors c'est une scène très inhabituelle, on a une colère de tournesol qui est vexé d'avoir traité de zouave par Haddock, et qui devient fou, enfin il délire complètement, il enfreint toutes les règles de l'usine aéronautique de Sbroge, il conduit comme un fou avec sa voiture, et cette histoire-là, ça poursuit Haddock et Tintin et Tournesol pendant plein d'albums, c'est ça qui est extraordinaire. Euh, Haddock ne peut plus prononcer le mot zouave parce que tout de suite, ça éveille chez Tournesol un petit froncement de sourcil, même s'il n'entend pas vraiment. Et Haddock se rend tout de suite compte qu'il ne faut pas qu'il dérape, qu'il aille plus loin. Vous avez même, je ne sais plus, dans un album où Haddock dit mais moi j'en ai marre de faire le zou, point de suspension, hum, parce qu'il ne veut pas prononcer le mot zouave, hein, et puis je crois que c'est au début de vol 714 pour Sydney, et pendant toute la page, Tournesol réfléchit est-ce qu'il a vraiment bien entendu, est-ce que c'est le mot zouave qui a été prononcé, enfin il le supporte pas. Et c'est vraiment ce qui me plaît aussi, ce qui plaît aussi dans Tintin, là je dirais que c'est une différence quand même qu'on peut faire avec Astérix, c'est que Tintin est truffé de petits détails qu'on n'alourdit pas comme celui-là que je viens de signaler. Alors que dans Astérix, Obélix est fait, il dit dans tous les albums, pratiquement, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit. Et il le répète, comme pour les gens qui n'auraient pas lu les premiers Astérix. Oui. Lui, Tintin, Hergé, il considère que c'est une boucle, son œuvre. Si on n'a pas lu les premiers, tant pis. Hein, on n'a qu'à les reprendre. À part quelques albums au début où il faisait référence, hein, il disait voir les cigares du pharaon, etc. Après, il ne le fait même plus. Hein. Tu as une scène assez extraordinaire, la fameuse scène du sparadrap du capitaine Oui. Haddock, qui est une des plus connues, bon, qui commence dans l'affaire Tournesol, dans l'avion. Eh ben, dans Vol 714 pour Sydney, euh, Haddock a maille à partir avec un petit morceau de sparadrap, ça dure pendant un strip. Et Tintin s'énerve et lui dit, Capitaine, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous arrive? Et Haddock lui répond, ah ben j'ai un petit problème avec un petit morceau de sparadrap. Et il dit, vous voyez ce que je veux dire? Et ça se passe en 1968 et l'affaire Tournesol dans les années 56. Ouais. Donc c'est quand même. Mais il y a même pas une note en bas de page. Il n'y a même pas une référence. Hein. C'est un clin d'œil au Happy Few. Hein. C'est un clin d'œil au tintinologue. Hein. Ça, je trouve ça le petit détail comme ça que les tintinophiles évidemment se plaisent à remarquer. Dans l'oreille cassée, le conservateur qui est tellement affolé qu'on ait volé le fétiche, qui met il est en train de boire le café, il met la cuillère au-dessus de son oreille et son stylo dans la tasse de café. Ben, moi, j'ai peut-être relu 500 fois l'oreille cassée, j'en étais pas aperçu, quoi. C'est Oui. le petit détail, quoi.
hein. Et donc, avant de se dire au revoir, est-ce que tu travailles déjà sur un prochain livre? Oui, oui, D'accord. Nous ah n'en oui, dirons pas plus. Ce sera oui, l'objet oui. d'un nouvel Un entretien. peu, un peu différent. Enfin, je travaille sur un livre sur Brassens, mais sur un livre sur Tintin, mais un peu différent de ce que j'ai fait dans le genre, dans le registre, un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ouais. D'accord. La question fondamentale, on n'en a pas parlé, c'est Ah, est-ce que Tintin continuera à exister dans 20 ans? Qu'est-ce effectivement. qui va advenir de Tintin? Alors, Ça, c'est vraiment. Hein? qu'est-ce qui va devenir dans le Tintin dans 20 ans? Ben, est-ce qu'on lira toujours Tintin? Ouais. Moi, je vois mes petits-enfants, par exemple. Toi, tu disais le contraire tout à l'heure, hein, mais heureusement, mais ils lisent des mangas, il y a la concurrence des mangas. Tintin, ils trouvent ça pas assez violent, pas assez. Non, il y a une vraie. Les jeunes qui aiment les dessins animés télévisuels, est-ce qu'il y a une passerelle vers Tintin, vers les albums? C'est pas toujours sûr. Ils Hmm. connaissent les dessins animés, mais ils n'ont pas forcément envie de lire les albums. Et je discutais il n'y a pas longtemps avec Jean-Marie Apostolides, hein, l'auteur de Métamorphose de Tintin, le mythe du surenfant, qui est un très très bon connaisseur. Lui, il a une vision extrêmement pessimiste. Il dit, bah non, dans 20 ans, plus personne lira Tintin. Oh, je crois pas. D'abord parce que... Non, non, mais ça, c'est un débat, hein, c'est un débat. Il dit d'abord parce que les supports, et même la bande dessinée en général, seront peut-être dépassés. Il va plus loin que Tintin. Et puis il dit parce que bah, les codes technologiques, faut pas oublier que Tintin est très marqué milieu du XXe siècle. Il n'y a pas l'ordinateur, il y a pas il y a à peine la télécouleur. Enfin, seront complètement dépassés pour des jeunes d'aujourd'hui. Et il y a d'autres gens qui disent non, on peut lire Tintin. Après tout, il viendra un classique. Classique, ça veut pas dire poussiéreux, ça veut dire Molière. Molière, on le lit comme un classique et on continue à le lire. Oui, Donc il y a effectivement. un vrai débat là-dessus. Michel Serres disait, il est inusable. On continuera toujours de lire Tintin. Hmm. Je sais pas. C'est souhaitable, mais je sais pas. Très bien. Eh bien, merci Renaud. Merci à toi. Eh bien, maintenant, qu'avons-nous à faire une fois qu'on a vu cette vidéo? Ben, c'est ouvrir des albums de Tintin. Bien sûr. Bien sûr. Ben, je te dis au revoir et puis à très bientôt sur Boulevard À très BD. bientôt. Au revoir Merci Renaud. beaucoup. Et bravo à Boulevard BD. Merci.